Les Africains qui nous disent qu'il faut délaisser la religion islamique parce que ce n'était pas la religion de nos ancêtres, je tenais à vous dire que l'islam est la chose la plus vieille sur cette planète. Au début, je me suis dit, quand j'ai vu ta vidéo, oh tiens, il veut parler ancêtre, héritage, culturel, spiritualité. Bon. Le problème, c'est que très vite, t'es parti dans un propos tendancieux. Tu dis déjà religion islamique, c'est religion musulmane. C'est pas grave, c'est de la sémantique. Mais surtout, tu nous dis, c'est la chose la plus ancienne sur la planète. Eh ben non. Puisque c'est une religion, je rappelle que religion vient du latin religae, relier les hommes entre eux. Ça voudrait dire donc qu'une religion, nécessairement, doit arriver quand il y a des hommes, sinon il n'y a pas de religion. Bon, quand on situe l'apparition de l'homme sur la Terre, avant il y a les dinosaures, etc. 65 millions d'années, l'homme moderne 10 000 ans, on va dire. Peut-être les Anunnaki, mais ils n'étaient pas musulmans. Donc, l'islam en tant que religion est apparu en 610, 7e siècle. On continue. C'est la chose la plus vieille sur cette planète. Oui. Déjà, nos ancêtres nous ont laissé quoi? Tout ce que nos ancêtres africains nous ont laissé est mauvais pour nous les Africains. Bon, tu fais preuve d'une méconnaissance manifeste d'un point de vue théologique et d'un point de vue historique, mais on va y remédier. Déjà, tu dis, parce que je ne l'ai pas mentionné, parce que là tu as répété 2 fois que c'était la chose la plus vieille de la planète, l'islam, mais tu dis, vous les Africains qui me disent que c'est pas la religion de mes ancêtres, est-ce qu'ils ont tort? L'humanité est apparue en Afrique. Alors je précise qu'il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire, je ne sais plus sur quelle vidéo d'ailleurs, je crois que c'est une vidéo sur l'Algérie, il me semble, bon, peu importe, que l'Afrique n'était pas le berceau de l'humanité. Alors je vous invite à regarder le très joli documentaire qui est assez bien fait, qui est plutôt ludique, l'Odyssée de l'espèce de Coppens, et vous allez constater qu'effectivement l'Afrique est le berceau de l'humanité. Je rappelle que les plus vieux fossiles d'Australopithèque ont été découverts en Afrique. Au-delà de ça, les mouvements de migration des Homo sapiens, n'est-ce pas, ça a démarré en Afrique. Combien même on voudrait dire que l'humanité est née en Europe, ça fonctionnerait pas. À l'époque, ils n'avaient pas les moyens de coloniser. Ils étaient juste dans des cavernes en train de taper des cailloux. Bref. Mais là, on va répondre à ta question. Tu dis tout ce que nous ont laissé les ancêtres, c'est mauvais. Peut-être les tiens, tes ancêtres à toi. Parce que nos ancêtres à nous, moi je suis africain, mes ancêtres et nos ancêtres, à ceux aussi qui regardent cette vidéo, nous ont laissé beaucoup de choses. Nous ont d'abord laissé de la science. Tu le sais sans doute, ou tu ne le sais pas, au-delà de répéter que les 2 plus grandes bibliothèques du monde étaient en Afrique, Alexandrie, Tombouctou, que les premières universités au monde ont été ouvertes en Afrique, pas en Grèce, Si, allez vérifier. Et il y a même une de ces universités, je vous laisse le loisir de chercher, qui est encore en activité. Donc, ça, c'est un élément de legs, on peut dire. Mais surtout, la spiritualité africaine est la plus ancienne. Tu parles de l'islam sans connaître ce qu'est la spiritualité africaine. Comment peux-tu m'expliquer que les Dogons, par exemple, pour citer ce groupe ethnique, les Dogons ont cartographié le ciel avec la Voie lactée, les étoiles, etc., sans astronomie, sans télescope, sans connaissance du ciel, etc. Ils n'en avaient pas la possibilité. Il n'y a pas de traces archéologiques de télescope. À l'époque, ils n'avaient pas Hubble. Et bien pourtant, ils ont cartographié le ciel. Qu'en est-il aussi, si on prend l'Égypte, vous connaissez tous l'Égypte, si on prend la spiritualité égyptienne, l'un des plus grands savants de tous les temps, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas Copernic, c'est pas Galilée, c'est Imhotep. Imhotep était un puits de science. Il nous a légué, au-delà du béton qui a servi à construire les temples grecs, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ils ont légué des connaissances sur l'astronomie, les mathématiques, le nombre d'or, la suite de Fibonacci, qui s'appelle Fibonacci alors qu'il a été la chercher chez les Égyptiens, le nombre de pyramides qu'il y a au Soudan. Je rappelle qu'il y a plus de pyramides au Soudan qu'en Égypte. En fait, l'Afrique, c'est global. Je parle des Égyptiens pour que vous compreniez de quoi je parle, mais si on prend même la culture bantoue, elle laisse un legs extraordinaire. Les grands empires, que ce soit le Mali, le Songhai, l'empire du Ghana, l'empire Congo avec un K.
C'est plus que de la culture, c'est plus que de la spiritualité. Le vaudoun, par exemple, pratiqué au Dahomey, assis par le roi Wegbadja lorsqu'il crée le royaume du Dahomey, existait encore bien avant. Il est l'influence des Ewe, des Fon, des Yoruba, etc. Quand on prend Olodumare, que j'appelle Olorun dans mon livre Solitude d'ailleurs, pour ceux qui l'ont lu, je vous invite à le lire. Je parle de cette spiritualité profonde. Cette conception d'un Dieu unique existait déjà quand on prend Akhenaton, le pharaon mystérieux qui, lui, a revendiqué l'unicité de Dieu en appelant à adorer un seul Dieu créateur. Tout cela est un legs spirituel et on ne rentre même pas dans les détails. Culturellement, d'un point de vue linguistique, l'Afrique, c'est plus de 2000 langues qui sont parlées. C'est d'une richesse sans équivalent. Alors, si tu trouves que c'est mauvais, comme je disais, certainement tes ancêtres à toi. Puis, au-delà de ça, ce sont des actes de résistance. Comme je l'ai déjà dit, l'Afrique ne se résume pas à l'esclavage. L'Afrique existait bien avant l'esclavage. Quand les Romains ont voulu rentrer, ce sont les Candaces qui les ont stoppés net. Personne n'avait jamais stoppé les Romains. De la même manière, quelque part, que bien des siècles après. Les Haïtiens vont stopper héroïquement la plus grande armée du monde, à savoir celle de Napoléon. En tout cas, considérer que les Africains, que l'Afrique n'a rien légué, que c'est mauvais, c'est être totalement inculte. C'est par la faute de nos ancêtres que nous parlons la langue des autres. Dites-moi, quel pays africain vous connaissez qui a comme langue officielle sa langue d'origine? Il n'y a pas. Alors, malheureusement pour toi, ton affirmation est fausse. Si on prend l'Afrique, il y a 54 pays en Afrique. Est-ce qu'il y a des pays qui parlent leur langue, entre guillemets, originelle? Oui. L'Éthiopie, la Somalie, l'Érythrée, le Botswana, le Burundi. En Afrique du Sud, on parle 11 dialectes, dont le Xhosa. Maurice aussi, qui parle sa propre langue. Après, si on prend des pays comme le Bénin, par exemple, on y parle le fon. Après que, et là je viens de donner des pays où la langue officielle n'est pas le français ou l'anglais. Maintenant, des pays africains où on va parler le français, par exemple pour les pays francophones, c'est la conséquence immédiate de la colonisation. Mais ce qui m'étonne, monsieur, c'est que tu n'es peut-être pas allé dans des villages en Côte d'Ivoire, dans des villages BT comme Gagnoa. Ils parlent le BT, et ils parlent pas le français en fait. Tu n'es pas allé non plus dans des provinces de la République démocratique du Congo, où ils parlent pas français non plus, ils parlent lingala. Donc, faire croire que, en disant aux gens, en Afrique, vous avez vu, ils parlent plus leur langue originelle, c'est la faute des Africains. Non. Je veux dire, c'est pas un héritage, ça. Ça, c'est la colonisation. L'Africain, il n'a rien demandé. En 1483, quand les Portugais débarquent au Congo, ça commence, l'esclavage. La colonisation commence en 1830 avec l'Algérie. L'Algérie, sa langue officielle, c'est l'arabe. Donc, bref, tout ça, ça se passe en Afrique. Donc, ton argument est totalement fallacieux et je ne comprends pas le but, en fait. Parce que même au Cameroun, tu vas au Cameroun, les gens, ils parlent français, ils parlent anglais, bien entendu, mais ils parlent aussi leur langue, dans les ethnies respectives. Donc, si tu sais pas ça, c'est soit t'es pas allé en Afrique, ou soit t'y allais et tu dormais. Soit nous parlons l'anglais, soit le français, soit l'arabe ou le portugais. Il n'y a pas. Aujourd'hui, l'Afrique est le continent où il y a le plus de coups d'État. Et c'est depuis le temps de nos ancêtres. Tu fais bien de parler de coups d'État. Mais là, le problème, c'est que tu le mets sur le dos des ancêtres. Vraiment, sérieusement, parce que tu as quand même un accent prononcé. Je ne pense pas que tu sois né en France. Tu viens vraisemblablement d'Afrique. Je me demande bien d'où. En commentaire, dites-moi d'où vient ce monsieur-là. Parce que dire qu'on parle l'anglais, le français, le portugais, et qu'en plus on fait des coups d'État, je rappelle que la France, avec la France-Afrique, particulièrement Jacques Foccart, est responsable de plus de 63 assassinats de chefs d'État africains. Thomas Sankara, bien qu'il ait été tué par, entre guillemets, son ami et bras droit, je ne vais même pas donner son nom, vous voyez, je n'ai pas envie de le donner, parce que je trouve que c'est lui faire de la publicité, qui après est parti en exil en Côte d'Ivoire, parce qu'à la base c'est un Ivoirien, enfin il est né en Côte d'Ivoire. Bon, lui, vous voyez de qui je parle? On peut dire que c'est lui, sauf qu'on sait que Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire reçoit l'ordre de François Mitterrand, c'est des sources qui sont vérifiables, où il appelle Mitterrand tonton, et où il dit oui tonton, enfin je veux dire c'est rapporté par des agents des services secrets, etc. Oui tonton, je vais le faire, et il tue Thomas Sankara. Enfin il tue, pas lui, mais c'est Mitterrand
qui n'a pas appuyé sur la gâchette, mais c'est lui qui a fourni les armes. Tout ça, là c'est un exemple avec un grand leader africain, mais la majorité des chefs d'État africains qui ont été assassinés, même Kadhafi dernièrement, c'est systématiquement l'œuvre soit de la France, globalement avec la France-Afrique, ou l'œuvre de services secrets tels la CIA, etc. En tout état de cause, les coups d'État, attention, il faut faire une différence entre ce qui s'est passé au Niger par exemple, au Mali ou au Burkina Faso, c'est pas des coups d'État, on appelle ça des putschs. Ces putschs visent à renverser des pouvoirs qui sont féodés à l'Occident et à remettre les choses à leur place. L'AES, par exemple, la formation de l'AES est une réponse où l'Afrique doit disposer d'une autonomie militaire et d'une capacité de réaction. La plus grande armée d'Afrique aujourd'hui est en Algérie. L'Algérie est l'armée la mieux équipée d'un point de vue naval. Ils ont même une marine avec un tonnage équivalent à celui de la France. Ils ont des avions de chasse modernes de 3e et 4e génération, ainsi que de l'armement de plus en plus perfectionné. Alors après, vous allez me dire, oui, mais l'armement, ouais, mais en attendant l'Algérie, qui a aussi des sous-marins, l'Algérie est à la pointe, entre guillemets, d'une forme de dissuasion, parce que quand Israël, par exemple, a bombardé la Tunisie à Hamamchet dans les années 80, en essayant de tuer Yasser Arafat, leader de l'OLP, ils ont tué des Tunisiens. Après, sachez que Yasser Arafat est allé se réfugier en Algérie. Et les Israéliens ont positionné des F-16, des avions de chasse, bombardiers en Italie, et ont informé les Américains qu'ils allaient bombarder l'Algérie. Sauf que l'Algérie a été informée, vous savez, tout ça c'est de la diplomatie souterraine, et je peux vous garantir que c'est une véritable anecdote, les Algériens ont parlé avec les Américains, et ils ont dit, attention, on ne va pas critiquer la Tunisie, même si Bassem est tunisien, mais ils ont dit, la Tunisie, c'est la Tunisie. Par contre, si vous venez bombarder chez nous, après, il n'y aura plus un Israélien nulle part qui sera en sécurité dans le monde entier. Les Américains ont dit aux Israéliens, stop, on arrête tout, demi-tour, rentrez à la base. Et ils n'ont pas bombardé l'Algérie. Parce que l'Algérie, au-delà d'être le pays des hommes qui s'est battu contre la France avec 1 million de morts, les Algériens, c'est pas un peuple comme les autres, et c'est des Africains. Donc, je dis ça, mais vous avez aussi maintenant le Mali, le Niger, le Burkina Faso, d'autres pays, même le Nigeria est en train de s'équiper. En fait, la dépendance à l'Occident est en train de se dissoudre avec l'extinction des vieux dictateurs, pour ne citer personne, sinon je vais froisser quelques susceptibilités. Mais en tout état de cause, je l'ai dit et répété, lorsque l'on coupera le cordon ombilical invisible ou la chaîne ou la laisse que le maître a mis en place, à savoir la France, les États occidentaux, même la Chine d'une certaine façon, même la Russie d'une autre façon, sauf que la Russie n'a pas des velléités de colonisation. La Chine, c'est la même chose, ils veulent faire du business, des affaires. Après, ils ont une façon de le faire, qu'on peut critiquer ou pas, mais en attendant, la réalité, elle est celle-là. C'est que le bloc africain doit faire face, non pas à des coups d'État, comme tu le dis, mais à des tentatives de déstabilisation, visant à mettre en place un pantin, comme par exemple le Gabon qui s'est émancipé du clan Bongo. On met un pantin en place qui va mettre après son fils, ça va durer des années, ou le règne de Paul Biya qui dure depuis plus de 40 ans et qui n'en finit pas. Donc voilà, aujourd'hui, le président Biya, bon, après, on va pas critiquer parce qu'il est vieux, mais c'est le plus vieux président en exercice. Et malgré tout, il reste parce qu'il est féodé à la France et il sert les intérêts français, qu'on le veuille ou non. Son but, c'est d'enrichir, on appelle ça les oligarchies, ou c'est carrément des systèmes mafieux. C'est un pillage organisé des ressources qu'ils revendent à la France en les bradant, ou à d'autres pays, ou à d'autres grands entrepreneurs qui commencent par B et qui avaient mis un port au Cameroun d'ailleurs, les activités portuaires. Et en fait, ils le bradent, mais se mettent tout dans la poche. Mais bon, l'Afrique aujourd'hui vit un sursaut. Non pas démocratique, parce que la démocratie c'est un modèle européen. Ils vivent un sursaut générationnel, une prise de conscience qui fait que il y aura de moins en moins de coups d'État, puisque l'Afrique sera de mieux en mieux armée et pourra légitimement faire face à ces blocs qui veulent l'écraser et être dans une phase de dissuasion. Donc franchement, c'est insultant ce que tu dis en disant qu'on fait des coups d'État. Oui, donc qui dit coup d'État, qui dit il y a plus de traîtres, c'est le continent qui compte le plus de traîtres. C'est pour ça aujourd'hui vous voyez dans la lignée africaine il y a des traîtres. Diomaye Faye, Macky Sall, Alassane Ouattara. Donc vous voulez qu'on suit quoi? On suit nos ancêtres? Non.
Pour rien au monde, je vais délaisser l'islam. Mon pauvre garçon, personne ne te demande de délaisser l'islam. Tu cites Macky Sall, Faye, Alassane Ouattara, en balançant ça comme ça. Bon, on va pas revenir sur la guerre de Côte d'Ivoire, ni sur la succession de Macky Sall, ni sur le fait que Faye et Sonko forment un duo terrifiant, puisqu'ils ne veulent pas, entre guillemets, de l'AES. Enfin, bref, on n'est pas là-dedans. C'est que là, tu dis en plus, oui, c'est les ancêtres, tu recommences en fait. Mais réveille-toi, puisque tu dis, il n'y a rien qui me fera quitter l'islam. Mais quand tu es musulman, en fait, quand tu es dans l'islam, comme tu le dis, à qui t'obéis? Si tu es sénégalais, tu vas être dans des confréries du Sénégal, les mourides ou autres. Si tu es à maghrébin, tu vas, par exemple, si tu es marocain, qui est ton dirigeant? Amir al-Moukminoun, le roi du Maroc. Si tu es en Algérie ou en Tunisie, tu vas être soumis à une école qui s'appelle l'école maïlikite, qui a été fondée par l'imam Malik. Donc, après, on dépasse tout ça, on rentre même pas dans la théologie. Tu es féodé, eh bien écoute, au chef supposé, il n'y a pas de clergé dans l'islam. Mais néanmoins, le siège, il est où? À la Mecque, en Arabie Saoudite. Est-ce que tu es au courant de ce que fait MBS, roi d'Arabie Saoudite? Non, t'es pas au courant? Va regarder sur Google, tu vas être très étonné. Mais en tout état de cause, personne ne te dit de quitter l'islam. Tu veux être musulman, bouddhiste, athée, shintoïste, tu fais ce que tu veux. Mais ne fais pas croire aux gens que c'est l'islam, par exemple, qui te permet de tenir ces propos-là. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, tu compares des choses qui n'ont rien à voir. En plus, si tu ne connais pas les conditions de l'introduction de l'islam en Afrique, ah ben mon pauvre petit, je peux rien faire pour toi. Je veux dire par là que, au-delà de comprendre que l'islam n'est pas rentré, par exemple, comme le christianisme n'est pas rentré avec les colons au XVe siècle, je le reprécise, c'est rentré d'abord avec 2 apôtres qui sont morts martyrs en Afrique d'ailleurs, mais après c'est rentré par l'Éthiopie, la plus vieille église du monde, la première construite, elle est en Égypte, c'est le monastère Sainte-Catherine. Après vous avez de très anciennes églises éthiopiennes, mais peu importe. Le christianisme est rentré d'une manière. Après, les colons ont amené le catholicisme et les évangélistes, et on voit le résultat aujourd'hui, quand on lit la lettre de Léopold II, le Belge, au Congo, aux prêtres qui sont au Congo, avec la manière qu'il faut, avec de quelle manière il faut, évangéliser les Congolais, ça laisse perplexe. Mais l'islam, il est rentré comment? Il n'est pas rentré avec des apôtres, il n'y a pas d'apôtres. Je veux dire, il y a la migration de Jafar en Abyssinie, l'Éthiopie actuelle, où ils se sont installés. Et après, cela a amené quelques populations musulmanes dans le secteur. Mais après, il y a l'extension arabo-musulmane qui commence à partir de la mort du prophète, puisque sous le califat d'Abou Bakr, elle n'a pas lieu, elle commence plutôt sous le califat de Omar ibn al-Khattab. Ils rentrent en Égypte, qui est en Afrique, n'est-ce pas? Et après, ils vont continuer. Et ils ne rentrent pas en disant... voilà l'islam, regardez, voilà le Coran, allez-y, devenez musulmans. Il y a quand même une forme d'oppression, puisque le traité de Bact, qui va commencer la traite arabo-musulmane, ou traite orientale, peu importe comment vous l'appelez, ça commence comme ça commence avec les conquêtes arabo-musulmanes. Ce sont des cavaliers arabes qui pénètrent toute l'Afrique, surtout sur la partie de l'Afrique du Nord. Après, ils ne sont pas descendus plus bas, parce qu'ils n'en avaient pas les moyens logistiques, c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, quand on regarde bien, le Maghreb plus le Mali, le Sénégal ou la Mauritanie sont majoritairement musulmans, ou le Nigeria, puisque ça correspond aux zones de pénétration, ou la Libye. Ce sont les zones de pénétration de ces cavaliers arabes. Mais on les a pas en Afrique australe, ni en Afrique centrale, on les a plutôt globalement en Afrique subsaharienne. Donc à moins que tu viennes de l'Afrique subsaharienne, peu importe, là je te fais un petit rappel historique. Mais c'est même pas pour condamner l'islam, pour dire qu'il est rentré de cette façon-là, c'est simplement qu'il faut considérer que l'islam le dit, et c'est même répété dans plusieurs hadiths authentiques, on ne doit pas renier son héritage culturel, on ne doit pas renier ce qu'étaient nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, on ne doit pas le renier. Vous savez, quand on devient musulman, par exemple, quand on se convertit à l'islam et qu'on s'appelle, je sais pas, Michael, hop, ça devient Abdallah, Abdelrahman, etc. Mais ça, c'est pas l'islam en vérité, puisque jamais de la vie, il y a un verset du Coran qui dit qu'il faut changer de prénom. C'est une pratique dite de coutume. On veut arabiser les gens, c'est la coutume. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est un Coran qui est révélé en arabe, compris en arabe, on veut arabiser les gens. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce que je veux dire par là, c'est que le fameux Michael qui devient musulman, par exemple, et qui est d'origine française, admettons un vrai français de pure souche, depuis 10 générations, il va pas renier son héritage, il va pas insulter ses parents parce qu'ils sont pas musulmans, il va pas leur dire j'en ai rien à foutre de mes ancêtres et je m'en fous de mon histoire de famille.
il va respecter cela parce que ça fait partie de son identité. Après qu'il soit musulman, qui prie le Seigneur auquel il croit selon les rites de l'islam, ça lui appartient. La foi, c'est intime et c'est personnel. C'est pour ça que personne va te dire de renier l'islam. Tu t'es mis dans un délire tout seul, en fait. Pour rien au monde, je vais laisser ma religion. Non, pour rien au monde. J'ai dit bien, rien au monde. Si vous avez compris à quoi servait sa vidéo, dites-le moi en commentaire, parce que moi, je n'ai rien compris. Il finit en disant « Pour rien au monde, je délaisserai ma religion ». Bon, écoutez, j'ai envie de dire, visiblement, il a l'air heureux comme ça, eh bien, continue, et puis il n'y a pas de souci. Ça ne va pas changer la face du monde. Maintenant, il faut que tu comprennes que tu ne dois pas renier tes ancêtres, ni ton héritage culturel et même spirituel. En tout état de cause, tout se respecte. Il faut respecter les croyances et les intimités du cœur de chacun. Il faut de la tolérance, de l'ouverture d'esprit, mais on ne doit pas renier l'Afrique, parce que si on le fait, c'est que le colonisateur aura encore gagné un peu plus de terrain. Merci de vous abonner, likez, partagez. Abonnez-vous, le travail continue. On est ensemble. Merci.